Bonjour à toutes, bonjour à tous. Il y a des micros à éteindre. C'est bon? Vous m'entendez sans le bruit de fond? Voilà, eh bien, écoutez, je suis heureuse de vous accueillir. Nous sommes nombreux derrière les écrans et derrière la salle. Hein, donc, vous êtes plus de 50 connexions, c'est-à-dire beaucoup plus, puisqu'il y a beaucoup de postes installés dans des salles, dans les établissements. Et puis, nous sommes une quinzaine dans la grande salle de réunion de l'ADAPI, avec notamment toute la commission soins santé, qui est une commission de l'action associative composée principalement de bénévoles, mais aussi de quelques professionnels et qui ont organisé pour nous ce qui devait être une journée en présentiel, mais qui finalement s'est faite en webinaire. Et voilà, dans l'adversité, la chance, c'est que vous avez été encore plus nombreux à pouvoir vous connecter. Alors, la question qui nous réunit cet après-midi, c'est cette première charte VIAS, donc de la vie intime, affective et sexuelle, que nous avons retravaillée ces dernières semaines. Alors, une première charte avait été élaborée dans les années 90. Et à l'époque, c'était un peu avant-gardiste. Je pense qu'on a même été parmi les premiers à le faire. C'était bien avant les lois consacrant les droits des personnes en situation de handicap, avant qu'on parle d'autodétermination. Et cette charte a vécu avec des adaptations dans les établissements, des adaptations pour prendre en compte les degrés de dépendance et de désir des personnes accompagnées, selon les équipes, leur degré d'audace, leurs initiatives, et puis aussi selon la configuration des locaux, puisque les anciennes bâtisses ne sont pas toujours très propices à l'intimité. Ces dernières années, donc il y a 3, 4 ans, 5 ans, l'ADAPI a relancé ce sujet de réflexion avec différents moyens pour en parler ensemble, des soirées thématiques pour les familles, des formations qui ont été mises en place dans les établissements, des groupes de parole avec des résidents, des réunions de professionnels, et puis plus récemment, un état des lieux de ce qui se faisait dans les établissements et dans les services. Et puis, beaucoup de questions revenaient pour qu'on revoie la charte pour définir finalement plus précisément la vision de l'ADAPI dans ce domaine et le cadrage des principes. Donc, c'est ce que nous avons fait en élaborant avec cette façon tripartite de travailler entre famille, administrateurs, professionnels et personnes en situation de handicap. Cette charte que vous pouvez trouver sur le site internet de l'ADAPI, avec deux nouveautés dans le processus d'élaboration de cette charte. La première nouveauté, c'est la participation très active des personnes concernées et dans l'élaboration de la charte et dans la communication. Alors, Christine Frasil, qui est à la résidence de Tassin, la résidence plurielle, va rendre compte de ce travail. Et nous avons eu des allers-retours entre un travail de la commission, des groupes de travail à pluriel, et puis l'élaboration de cette charte en facile à lire et à comprendre qu'elle va nous présenter. Et la deuxième nouveauté, c'est l'inscription dans la commission éthique et handicap, cette commission qui fait partie des principes qui ont été actés dans notre projet associatif et qui est en place depuis 2020. Et c'est le premier sujet qui a été pris en compte, qui a été travaillé l'année dernière donc, dans cette commission. Voilà, donc je voulais vous dire ça en introduction et puis laisser la parole tout de suite à
à Christine depuis la résidence pour qu'elle nous dise à la fois comment ils ont élaboré le projet et qu'elle nous présente le projet en facile à lire et à comprendre. Alors, si Christine peut mettre son, voilà, on vous écoute. Alors, pour le coup, Boris Arnach, je suis accompagnateur social au SAVS Pluriel à Tassin. Et avant de laisser la parole à Christine et Diana, qui va participer aussi à la présentation du travail autour de la charte, je voulais juste présenter un petit peu la manière dont on avait imaginé travailler sur cette question-là. Au niveau de la résidence, donc qui englobe à la fois le domicile collectif et le SAVS, un groupe de parole s'est formé qui a pu à la fois discuter et recenser l'ensemble des thématiques autour de la vie intime, affective et sexuelle que les personnes souhaitaient discuter. Et après ce recensement, on a pu travailler aussi avec le planning familial et avec une intervenante qui a pu venir travailler plus précisément les différentes thématiques. Et à côté de ça, en parallèle de la formation, de la commission éthique et handicap, on a pu travailler dans un premier temps à une simplification du document de charte avant qu'il soit transcrit par la Courbès. Et donc là, aujourd'hui, Diana et Christine vont vous présenter effectivement le travail qui a été fait et qui a donné lieu à la création d'un PowerPoint et qui a été présenté à une réunion de la commission éthique et handicap. À vous, Christine. Bonjour tout le monde. Alors, attendez, parce que je ne suis pas prête. Alors, de base. Ah, fichier. Je n'ai pas accès au bureau. Alors, une petite seconde, je cherche le PowerPoint qui n'apparaît plus. Ah non, il faut que je le lance avant. Alors, attendez voir. OK. C'est bon. Donc, petit arrangement technique et on va y arriver. Voilà. Écran partagé. Voilà. C'est bon, Christine. Vous pouvez vous présenter si vous voulez. Si, ils vous voient. Ouais. C'est nous qui ne les voyons pas. Bonjour tout le monde. Alors, moi, j'ai choisi de faire ces groupes de parole, cet atelier, parce que quand j'étais chez mon ex-famille d'accueil, c'était très tabou, tout ça. Et j'ai jamais eu d'informations sur la sexualité, vie intime et affective sexuelle. Donc, ça me permet de me réconcilier avec mon corps. Et puis, voilà, quoi, c'est très intéressant. Ce qui est important, c'est que c'est tenu au secret professionnel. Nous ne devons pas en parler à nos référents, juste dire que ça s'est bien passé. Mais voilà, c'est vraiment tenu au secret professionnel. Et même nous, en tant que résidents, on ne doit pas aller raconter ce qui se passe dans le groupe. Donc, je trouve ça très important pour moi. Et je suis très contente aussi d'avoir présenté la charte au siège avec Nicolas, Maud, enfin voilà. Je commence. Information et formation à la vie affective et sexuelle. L'information concernant les droits à une vie intime, affective et sexuelle doit se faire régulièrement. Il est nécessaire pour les personnes accompagnées, les professionnels et les familles de se former sur de nombreux sujets comme connaître et prendre soin de soi et de son corps, les émotions, les relations amicales, le droit de dire non, le droit de dire oui, les maladies sexuellement transmissibles, la séduction, la rencontre. Diana, vous voulez vous présenter aussi avant d'enchaîner? Bonjour tout le monde. Oui, Si. on vous entend. Bienvenue au webinaire. Je m'appelle Diana Chevalier. Je réside à la résidence Pluriel depuis 3 ans. Et pour moi, c'est important ce webinaire parce que
J'estime que c'est important que chaque personne vive son couple comme il l'entend. C'est important qu'on mette la charte en place. Voilà. Les relations affectives. On peut se donner la main ou s'embrasser devant les autres dans le respect et la discrétion pour ne pas gêner ou déranger. La confidentialité. La personne est propriétaire des informations concernant sa vie intime, affective et sexuelle. Ces informations ne peuvent être communiquées qu'avec son accord. Si la personne est malheureuse, c'est bien d'en parler à une personne de confiance. Le consentement. Chaque partenaire doit être d'accord pour faire et recevoir des gestes de nature sexuelle. Le consentement doit être clair, libre et éclairé. Si ces conditions ne sont pas réunies, il y a alors agression sexuelle. La masturbation. La masturbation est reconnue comme une pratique sexuelle naturelle, source d'apaisement et de plaisir. Elle doit être pratiquée de manière discrète dans un espace privé. La personne peut être conseillée dans l'apprentissage de la masturbation. Alors, personne de confiance, amis, planning familial et accompagnateur éventuellement. La pornographie. Les personnes ont le droit de regarder des revues ou films à caractère pornographique qui ne sont pas interdits par la loi, à condition que ça soit dans un espace privé. Une attention est nécessaire car une pratique excessive peut nuire à l'équilibre personnel et aux relations. Les relations sexuelles. Les relations sexuelles sont possibles tant que cela se passe dans un lieu intime et que votre partenaire est d'accord et se sent respecté. Vous êtes libre de choisir des rapports sexuels avec un homme, une femme ou les deux, bien sûr sans être jugé. Si besoin, les professionnels peuvent en discuter avec vous sans porter de jugement. La contraception. Vous avez le droit de choisir votre moyen de contraception. Le médecin traitant et le planning familial peuvent vous aider à mieux comprendre et choisir la contraception la plus adaptée à votre situation. Vous pouvez être accompagné par une personne de confiance. La vie de couple. Vivre en couple est possible. Vivre en couple ne doit pas empêcher l'accompagnement individuel ni la vie en collectivité. Alors, désir d'enfant et parentalité. Le désir d'enfant est un droit. Il est nécessaire d'en parler pour réfléchir à ce projet sans avoir peur d'être jugé dans le choix. Je voulais, si vous avez des questions, Diana et moi sommes à votre disposition et nous sommes prêtes à les témoigner dans vos établissements. Nous sommes à votre entière disposition. Merci de votre attention. Merci.
des questions dans la salle ou derrière les écrans, vous pouvez lever la main si vous avez des questions et on vous prendra la parole. Alors, levez la main via l'onglet réaction, je précise. Voilà. Pas devant l'écran, s'il vous plaît. Alors, si tu fermes on va passer la parole à Valérie Bérard, vice-présidente de l'Action associative, qui va présenter l'état des lieux de l'établissement d'ADAPI. Bonjour. Alors voilà, donc un état des lieux a été réalisé pour pouvoir continuer le travail engagé et qui a un gros coup de pouce avec la nouvelle réécriture de la charte. Donc, on va balayer le contexte. Donc, les objectifs, en fait, sont de mieux connaître les pratiques actuelles dans les différents établissements, de repérer les initiatives ou les projets qui ont été faits autour de la vie intime, affective et sexuelle, et d'identifier aussi les attentes et les besoins des professionnels. Le contexte, c'est que donc, les recommandations sur la VIAS, il y a des recommandations en fait, dans le contexte législatif, c'est qu'il y a des lois avec des recommandations. Et il y a depuis peu eu la création d'un centre de ressources régionales sur la VIAS et l'accompagnement à la parentalité qui est porté par le planning familial. Évidemment, l'intérêt prouvé pour le bien-être des personnes de pouvoir mieux connaître le thème de la vie intime, affective et sexuelle et d'aider chacun à pouvoir être plus à l'aise avec ces sujets-là. Les enjeux, donc, c'est un axe stratégique du prochain projet associatif dans lequel nous allons nous lancer, donc, qui s'appelle CAP 2028. Un des axes stratégiques des projets des pôles, un des axes stratégiques de nombreux projets d'établissement. Et c'est évidemment une question en lien avec l'autodétermination, puisqu'il s'agit de pouvoir exprimer ses souhaits, ses besoins, ses désirs ou non. Donc, sur la totalité des établissements, 26 services et établissements ont participé. Donc, ça fait 67% à peu près sur toute l'association. Et sur ce pourcentage, donc dans 80,8% des établissements, des actions sur la thématique de la VIAS ont été déjà entreprises au sein de l'ADAPI. Et 19,2%, dans 19,2% des établissements, rien n'a été mis en place pour l'instant. Dans les freins qui ont été évoqués, qui sont ressortis, donc il y a, ce n'est pas l'objet de l'établissement, donc il y a aussi le manque de formation des professionnels et l'absence d'un groupe de travail sur ce sujet, et puis les problématiques de ressources humaines avec les changements de personnel, le turnover et l'absentéisme. Donc, dans les actions sur la vie intime, affective et sexuelle menées dans les établissements, donc dans 22 établissements, il y a eu donc de l'animation de groupes de parole, des accompagnements individuels, des partenariats avec des acteurs extérieurs, des temps d'information collectifs à l'attention des personnes accompagnées et des professionnels, des familles, et l'utilisation d'outils adaptés comme des pictogrammes et autres. Alors, on a listé les supports à l'accompagnement, les outils qu'on connaît et qu'on a à notre disposition pour l'instant. Donc, les pictogrammes ou des outils de schéma corporel, un livret vie intime, affective et sexuelle, les discussions et les échanges, un partenariat avec le planning familial ou avec le centre de planification et d'éducation familiale, des outils éducatifs et ludiques comme Santé BD, des femmes et des hommes, le guide du zizi sexuel, des films, des magazines, des revues, Je veux et j'existe, des mallettes. Il y a aussi des films débats, des films projetés avec la possibilité d'organiser des débats à l'issue, des consultations de psychologues et de sexologues ou des consultations médicales, l'achat de sex toys, la charte de l'ADAPI bien sûr, et des plaquettes d'information et orientation vers les dispositifs de droit commun. Alors, sur l'ADAPI, 85 professionnels en poste aujourd'hui sont formés à la vie intime, affective et sexuelle.
Le nombre total de personnel formé, en fait, est de 145 personnes. Avec les mouvements de personnel, vous aurez compris qu'il y a un peu de perte. 13 établissements ont au moins un professionnel formé sur la thématique et 7 établissements ont plus de 5 professionnels formés sur la thématique. Alors, 211 personnes accompagnées bénéficient d'un accompagnement spécifique sur ce thème. 3 établissements accompagnent l'ensemble des personnes accueillies sur cette thématique. La majorité des accompagnements proposés sont des groupes d'animation. Et la majorité des établissements adaptent les accompagnements en fonction des besoins des personnes sur ce thème-là. Alors, dans 84% des projets d'établissement, la vie intime, affective et sexuelle est inscrite. Et elle est inscrite seulement dans 33,3% des projets personnalisés. Les situations qui ont été remontées, qui sont remontées et rencontrées dans les établissements, donc c'est la vie de couple, le désir de parentalité et l'accompagnement à la parentalité, l'adolescence, la découverte des changements du corps, le rapport à son corps et les schémas corporels, la découverte de la sexualité et la vie sexuelle, la limite du corps de l'autre, le consentement, la grossesse, contraception, la prévention des maladies sexuellement transmissibles, les violences sexuelles au sein du couple et l'accompagnement des personnes ayant subi des violences sexuelles, les conflits au sein du couple, la masturbation, excitation sensorielle lors de temps d'accompagnement à la toilette, notamment, les premiers amours, un lieu ressource accessible à tous, des supports adaptés et les réseaux sociaux et le web. Alors, les besoins et attentes relevés par les établissements, donc un partenariat sur la parentalité à développer avec les réseaux des REAP, partenaires des territoires sur le sujet, des outils adaptés aux personnes les plus déficitaires et à certaines spécificités comme les troubles autistiques, identifier des partenariats extérieurs sur tout le territoire, mettre en place un groupe de travail éthique sur la VIAS, la formation des professionnels, la sensibilisation des familles, la gestion des conflits à travers les réseaux sociaux, avoir une personne ressource au niveau associatif, disposer d'une bibliothèque de ressources et d'outils, avoir un lieu réservé à l'intimité dans les établissements, avoir des chambres systématiquement adaptées à la vie de couple en foyer, avoir une supervision des référents VIAS par un sexologue, faire de la VIAS un sujet systématique des projets personnalisés, nécessité d'inscrire l'éducation sexuelle dans les partenariats de droit commun, mieux comprendre le contexte législatif et formaliser les groupes de parole. Alors, les actions envisagées en termes de formation et de sensibilisation, donc à l'attention des professionnels, une formation généraliste à la vie intime, affective et sexuelle, une formation spécifique à l'utilisation des outils, animation de groupe, outils adaptés, faciles à lire et à comprendre, communication concrète, une sensibilisation et une formation à l'attention des personnes accompagnées et de leurs familles, donc pour informer et sensibiliser, former et accompagner les personnes et leurs familles afin d'avoir les infos nécessaires, les orientations et l'accompagnement souhaité, la présentation de la charte de la DAPI 69 sur tous nos établissements et la mise en place d'un groupe de travail pluridisciplinaire, donc avec un cursus ADAPI 69 sur la VIAS pour tous les jeunes à partir d'un certain âge en IME, s'inscrire dans les partenariats et les réseaux sur la parentalité, créer une formation spécifique à la parentalité et avoir des lieux réservés à l'intimité sur tous nos établissements. Merci.
Comment Ah, c'est ça. La petite présentation, voilà. On va maintenant laisser la parole à Sheila Warrenbourg, qui travaille depuis très longtemps avec l'ADAPI 69 et qui est sexologue. Merci à tous d'être là et motivés pour faire avancer le sujet à l'ADAPI 69. Effectivement, l'ADAPI s'est mis à réfléchir sur ce sujet depuis de nombreuses années au niveau de toute l'association et plus précisément dans certaines structures. Voilà, c'est un sujet qui a toujours été présent, plus ou moins en fonction, mais qui a toujours avancé au niveau de l'association. Moi, je souhaiterais commencer mes propos en disant, je vais essayer d'avancer, voilà. Je souhaiterais commencer mon propos en disant, la vie intime, la vie affective, la sexualité, l'ignorance ne protège personne. Donc, il va falloir qu'on aide les personnes au fil de la vie, aux plus jeunes jusqu'aux plus âgés, à pouvoir ne pas être ignorant, à ne pas avoir des informations adaptées à son âge, adaptées à sa façon de vivre, adaptées à ses capacités, ses compétences, parce que c'est sortir de cette ignorance que les personnes vont pouvoir se protéger, rentrer dans leurs relations intimes, affectives et sexuelles dans de bonnes conditions, dans de meilleures conditions. Et avec cela, vous avez la deuxième chose qui m'habite, c'est que l'ignorance rend vulnérable. Ça veut dire que de laisser des personnes sans ce travail d'information, sans ce travail éducatif, sans cet accompagnement, ça rend encore plus vulnérable. Et c'est ça qu'on souhaiterait éviter. Ce n'est pas en disant qu'ils ne sont pas concernés que ça va leur donner le pouvoir d'agir. Et j'ai pu entendre par certains qui disent « oui, mais elle n'en est pas là ». Alors, elle n'en est peut-être pas là, peut-être, sauf que imaginons qu'il y a quelqu'un de son entourage qui en est là et qui la sollicite. Il va falloir qu'elle ait ces informations pour pouvoir mieux se protéger. Vous me suivez dans ma logique? Voilà. Donc, quittons cette ignorance pour ne pas être vulnérable, pour pouvoir savoir de quoi on parle, pour soi, ce qu'on peut imaginer que l'autre peut vouloir et on est moins vulnérable. Donc, c'est ces notions-là qui m'habitent depuis très longtemps. J'ai commencé cet engagement avant, mais on va dire officiellement en 1998. Et donc, j'ai vu l'évolution du temps en France, quand effectivement en 98, c'était Silence Radio. Je pense que c'était 99 votre première charte. Et donc, j'ai vu cette évolution et je dois dire que c'est effectivement des associations de familles, des associations de parents qui ont de déficience intellectuelle, je vais même être plus précise, en 20 ans qui ont fait bouger les lignes. C'est certainement ceux pour qui c'était le plus difficile au départ, mais c'est ceux qui ont proposé aux professionnels des temps de formation, c'est ceux qui ont dit, allez, on propose des temps d'échange, de discussion, des colloques et des conférences. Il y en a eu et il y en a eu et encore. Donc effectivement, et ça fait bouger les lignes. On peut toujours dire pas assez rapidement, ou pas partout peut-être, mais je peux dire que dans le monde de la déficience intellectuelle, avoir la possibilité d'éducation, avoir la possibilité de vivre ces relations, ce n'est plus du tout la même qu'il y a 20 ans. Je regrette de dire, mais pour d'autres mondes du handicap, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc voilà, je tiens mon chapeau à ces associations de parents qui se sont engagés dans cette situation-là, dont l'ADAPI 69. Donc, moi, je suis engagée dans la formation professionnelle, l'animation de groupes de parole. J'ai toujours animé auprès des personnes concernées, des personnes très déficientes, des groupes d'expression, des groupes de parole, jusqu'à des personnes vivant en foyer ou dans des ESAT. Je donne une formation depuis 2004 sur l'animation de groupes de parole. Donc, vous avez à l'ADAPI 69 un certain nombre d'animateurs de groupes de parole qui ont été formés et qui animent dans leur structure. Je profite de cette occasion pour vous informer d'une future formation qui aura lieu à la rentrée, donc octobre-novembre, une formation spécifique à l'animation de groupes de parole, mais cette fois-ci, c'est par paire et danse. Donc, je souhaite que les inscrits viennent à deux, une personne concernée par le handicap et un professionnel. Ils s'inscrivent à deux.
en binôme. Ils vont suivre la formation de 6 jours, 2 fois 3 jours. Ils vont suivre la formation à 2 pour pouvoir co-animer par périodance dans leur structure ou leur association. Voilà. Donc, ça serait avec grand plaisir d'avoir quelques inscrits. Bon, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Ça veut dire 8 binômes. On peut imaginer 8 binômes maximum pour cette formation. Déjà des inscrits. En tout cas, ça serait très chouette voilà, que vous vous joigniez à nous dans cette initiative. Effectivement, j'ai toujours été très engagée pour encourager les rencontres de famille, discussions de débat pour les familles, pour que les familles entre elles puissent, les parents entre eux puissent discuter de ce sujet, poser des bagages un peu lourds parfois sur le sujet, parce qu'on n'avancera pas sans que les familles suivent le mouvement, soient dedans, comprennent pourquoi on va faire cet accompagnement. Et être moins seul, parce que ce que je constate, c'est que souvent des parents sont très seuls sur ce sujet. Ce n'est pas vraiment un sujet, la sexualité de son enfant, avec qui on va parler de ça, avec sa belle-mère, avec son beau-frère. Voilà, ça peut être un peu délicat. Donc effectivement, entre autres parents qui peuvent être concernés, qui peuvent être dans cette réflexion, c'est une vraie opportunité de voir les parents évoluer ensemble sur le sujet. Je donne effectivement des consultations individuelles et de couple de temps en temps, et j'ai un engagement militant en faveur de l'assistance sexuelle. C'est un autre sujet, ce n'est pas pour aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on traite l'idée d'une réalité biologique. On peut constater que peu importe sa déficience intellectuelle, peu importe sa capacité intellectuelle, peu importe sa maladie psychique, son spectre autistique, on a une réalité biologique qui nous habite. On est tous hommes, femmes, peu importe le genre qu'on souhaite, on choisit de porter. On a une réalité biologique, on est des êtres vivants, des êtres sexués d'une manière ou une autre, même des personnes avec une grande déficience, même des personnes polyhandicapées. On est concerné aussi parce qu'on a ce changement corporel de la puberté, avancé dans l'âge, etc. Donc, voilà. Mais effectivement, la partie particulière, c'est que cette réalité biologique peut être un peu éloignée des capacités intellectuelles de la personne. C'est pour ça que ce travail, voilà, ce travail doit être adapté spécifiquement à la personne. Pour leur permettre de mettre des mots sur ce qui leur arrive, leurs émotions, les sensations, être attentive à ce qui se passe en soi, parce qu'on a tous besoin de liberté en ce qui concerne sa vie intime, sa vie affective, sa sexualité. En fait, en France, on n'a pas un droit à la sexualité. En tout cas, ce n'est pas un droit civique, ce n'est pas un droit. On ne peut pas se retourner contre Monsieur le Président, Madame la Présidente, hein, pour dire j'ai droit à ma sexualité comme un droit au logement. Non, ça ne marche pas comme ça. On a une liberté de sa vie intime, sa sexualité. Donc voilà, qu'on arrive à avoir cette liberté de sa vie intime. On a besoin de pouvoir l'exprimer d'une manière ou une autre. Ce n'est pas forcément de le parler, parce que certains ne sont pas capables de le parler, mais en tout cas de l'exprimer. De se faire confiance et que les autres nous fassent confiance, et qu'on accepte le prise de risque. Qui n'a pas pris de risque dans sa vie? Et effectivement, quand il s'agit de vie intime, vie affective, sexualité, ça demande aux parents, ça demande aux professionnels, ça demande aussi à soi de se dire j'ai la liberté de prendre ces prises de risque, parce que oui, on risque peut-être de tomber amoureux, on risque peut-être d'avoir une déception amoureuse. Mais qui n'en a pas eu et qui n'en a pas grandi grâce à ce genre de choses. Donc, le risque vaut souvent le coup d'être vécu et avoir vécu ce genre de choses. Enfin, voilà. Donc, pour le début, j'avance un peu. Donc, j'aimerais bien, parce que c'est quand même des bonnes bases. Et ce que je constate, c'est que dans certains établissements, on a besoin d'abord de revenir vers ces fondements de citoyenneté avant qu'on parle de sexualité. Parce que si les personnes, ou les professionnels ou les familles, si ce n'est pas clair à quel point on est citoyen à part entière, c'est difficile de s'imaginer cette liberté ou cette possibilité de vie intime, vie affective, sexualité, de voir comment on est tous concernés par la loi de la même façon. Il n'y a pas de loi spécifique sexualité et handicap en France. On a clairement fait le choix de dire nous sommes tous citoyens, on est tous concernés par la loi de la même façon. Ce n'est que quand on arrive à avoir une situation problématique du style quelqu'un qui est auteur
d'une situation grave, quelqu'un qui est victime, que là, on va questionner les spécificités de la personne. Mais à la base, on est tous égaux devant la loi. Voilà, de quelle loi on parle? Si on commence avec ce qui est interdit par la loi, c'est interdit, une agression sexuelle, c'est interdit de solliciter l'autre, toucher l'autre sans son consentement, c'est interdit. Pénétrer l'autre avec une partie du corps ou un objet sans son consentement, c'est interdit. Donc là, on parle de viol. Le viol est donc une pénétration non consentie par un objet, une partie du corps, sous contrainte, menace, surprise. Voilà, donc il faut quand même ces choses-là pour constater un viol. Il faut aussi qu'on parle de ce qui n'est pas un viol. Ce qui n'est pas, c'est qu'on a accepté une relation sexuelle, on n'a pas dit non et on le regrette après. Il faut aussi qu'on parle de ça. Donc c'est ça cette ignorance. Il faut que les personnes sachent de quoi on parle, sachent de quoi il s'agit. Voilà, quelles sont les autres lois qu'on peut parler? On disait le mariage. Hein, le mariage, ça le concerne aussi, dans sa vie intime. Ah oui, pardon, si je reviens sur le viol, on peut faire un constat de viol même dans le cas du mariage. Ce n'est pas parce qu'on a dit oui au mariage qu'on a dit oui 24 sur 24, 7 sur 7. Hein. Voilà. On a toutes les... Voilà. C'est toujours possible de dire non, je ne suis pas consentant, voilà, ou je suis consentant, mais dans certaines conditions. Le mariage à 18 ans, donc les personnes en situation de handicap peuvent parfaitement se marier. Donc il faut par contre qu'ils aient des informations pour pouvoir rentrer dans l'idée d'un contrat de mariage en connaissance de cause. Qu'est-ce que ça veut dire? La contraception qui est libre et gratuite et anonyme pour des mineurs, c'est quand même, on a vraiment fait une législation très spécifique sur le sujet pour faire en sorte que les personnes puissent avoir accès à la contraception sans informer leur autorité parentale. Donc, alors certains vont dire de leur chaise, mais une jeune, même dans un IME, n'a pas une obligation d'informer sa famille si elle souhaite un contraceptif. Oui, je sais, je choque, mais je suis là pour parler de la loi. Ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas informer sa maman, son papa ou je ne sais pas qui, la personne de son choix, de sa contraception. Ce n'est pas ça, c'est que la loi voilà, leur laisse cette liberté de choisir sa contraception sans informer l'autorité parentale. La même chose pour l'IVG. Ah oui, j'ai oublié de dire, les hommes comme des femmes peuvent avoir une prescription médicale pour des préservatifs gratuitement quand on est mineur. Donc, il suffit de demander à son médecin traitant et le médecin traitant peut prescrire, la marque, ça s'appelle Eden, et donc le médecin prescrit et donc on peut aussi avoir donc la contraception est gratuite jusqu'à 26 ans. Non, c'est ça, hein, 26 maintenant aussi, les préservatifs, on peut aussi avoir des préservatifs. Ah oui, on parlait de majorité sexuelle. Donc, ça veut dire l'âge à partir duquel on estime que quelqu'un est en mesure de consentir à une relation. Encore une fois, on n'a rien précisé par rapport au handicap. Ça veut dire pour tous, la loi estime qu'à partir de 15 ans, on estime que quelqu'un est en mesure de consentir à ses relations. Il faut leur donner des billes pour qu'ils puissent consentir à leurs relations. Voilà. Voilà, donc on estime qu'ils sont, même avec un majeur, tant que ce majeur n'a pas autorité. Voilà. Mais le parent a tout de même l'autorité parentale jusqu'à 18 ans, ça veut dire que le parent a son mot à dire. Ça ne veut pas dire que le parent peut interdire, sauf que si ça met son enfant en danger, évidemment. Voilà, le parent a son mot à dire sur ses relations. Voilà, ça veut dire que dans un IME, par exemple, si un professionnel constate une relation sexuelle dans un IME, le professionnel a le devoir d'informer les parents de mineurs, je précise, c'est une relation sexuelle. Pourquoi? Pour que les parents puissent jouir de leur autorité parentale. Par contre, dans un IME, et c'est là où la vie dans un IME, c'est super compliqué, c'est que vous avez aussi des majeurs. Vous n'avez plus cette obligation pour le coup, parce que ce sont des majeurs. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très difficile dans des IME et des IMPRO, d'avoir des mineurs et des majeurs. Dans un établissement où j'étais en fin d'année, j'ai demandé avant d'intervenir, alors dans cet IME,
il y a combien d'enfants, combien d'adultes? Oh, la psychologue me dit, oh, je ne sais pas, peut-être des adultes, des majeurs, oh, peut-être un petit tiers, peut-être. Elle dit, je vais me renseigner. Ah. Quelqu'un qui nous appelle. Elle s'est renseignée et quand je suis arrivée le matin, elle a dit, tu sais pas quoi, Sheila? En fait, il y a la moitié sont des majeurs moins 1. La moitié de l'IME sont des majeurs. Et ce n'est pas 20 ans, c'est 18 ans. Bah oui, mais c'est 18 ans. C'est 18 ans la majorité. C'est pas 20 ans. Exactement. Non, c'est 18 ans. On est majeur à 18. Il n'y a pas d'autre cadre législatif en France pour préciser autre chose. Donc, je trouve que pour les directeurs et les professionnels de l'IME, c'est complexe d'avoir tant de réalités législatives sous le même toit. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Oui, la possibilité, par la loi, on était en train de parler contraception, la possibilité d'avoir, oui, la contraception est libre et gratuite. Un mineur donc n'a pas à informer ses parents, un majeur encore moins a besoin d'informer sa famille. On peut toujours informer sa famille, c'est pas ça, mais la loi laisse la possibilité à la personne de, même en tutelle, parce qu'en fait, on précise que la contraception, c'est un choix entre la personne et son médecin, le professionnel de santé, gynécologue, sage-femme, médecin. Donc, c'est la discussion entre ces personnes-là, entre la personne elle-même. Si la personne souhaite être accompagnée de sa maman ou sa tante ou sa grand-mère ou qui elle veut, ou une éducatrice, c'est sa liberté. Elle n'est pas obligée, on n'est pas obligé de demander l'avis de parents ni de tuteurs sur ce sujet-là. C'est avec le médecin que ça se passe. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? On a parlé de la prostitution parce que souvent on pose la question sur la prostitution. La prostitution, on a un cadre qu'on dit prohibitionniste en France. Ce que ça veut dire, c'est que la France a choisi en 2017 et réaffirmé son choix en 2019 de dire les professionnels du sexe ne pourront pas être inquiétés par la loi. Ça veut dire qu'on peut vendre une prestation sexuelle, recevoir de l'argent contre une prestation sexuelle. Donc, un professionnel du sexe, ce n'est pas interdit de se prostituer. Ce qui est légiféré, c'est le client risque une contravention s'il prie en flagrant délit. Contravention comme pas porter le masque, voilà, quand c'était 135 € et plus si c'est récidive. Sauf qu'on a clairement fait le choix de ne pas appliquer ces lois. On ne va pas chasser après les clients de la prostitution. Il y a excessivement peu de contraventions données aux clients de la prostitution. Excessivement peu. Ça, c'est la réalité. Et donc, ce qui risque le plus gros, c'est les tiers intermédiaires, parce qu'on dit que le proxénétisme, c'est tout intermédiaire qui intervient entre le client et le professionnel du sexe. Ça veut dire que, imaginons qu'une personne en situation de handicap a besoin d'aide pour aller vers un professionnel du sexe, il prend toujours le risque de recevoir une contravention, un petit risque en réel. Ceux qui, même en poussant en fauteuil roulant, ou même en accompagnant, ou même en passant un coup de téléphone, on est tiers intermédiaire dans cette affaire-là, on risque 7 ans de prison, 150 000 € d'amende. Il n'y a pas de jurisprudence en ce qui concerne le handicap. Donc, on ne sait pas réellement ce qu'on risque si c'est quelqu'un qui est dépendant. Il n'y a pas de législation spécifique et là, on a sollicité les législateurs, on a sorti un texte au mois de septembre, le gouvernement a sorti un texte au mois de septembre sur le sujet, sur les assistants sexuels. La loi par rapport aux assistants sexuels, c'est le même pour la prostitution. Donc, l'assistant sexuel ne risque rien. Les clients, personnes handicapées, peuvent avoir une contravention par les textes. Et les tiers, voilà. Donc, les législateurs savent ce qu'on fait, mais ils ont choisi de ne pas légiférer spécifiquement sur l'assistance sexuelle. Ce que je dirais, quelque part, est assez positif, parce que, comme on a dit au départ, on est tous citoyens à part entière. Donc, ça paraît un peu incongru de créer une législation spécifique pour l'assistance sexuelle, spécifique pour les personnes handicapées en ce qui concerne des professionnels du sexe et l'assistance sexuelle. Donc, on a fait le choix de dire tout le monde est pareil sur le sujet, donc il n'y a pas de législation spécifique par rapport à l'assistance sexuelle. Et donc, on fait avec ça, il y a des assistants sexuels en France qui sont formés et qui pratiquent. Ça veut dire qu'il y a des personnes en situation de handicap en France qui profitent de ces services. Il y a des institutions, des professionnels et des familles qui sont tiers intermédiaires et qui savent très bien quelle est la loi. Voilà, juste pour qu'on précise ce genre de choses. Bien. On continue. Il y a des législations il y a des textes
Oui, peut-être je devrais parler du texte qui vient de sortir. Je n'en ai pas parlé ce matin. Vous avez un circulaire. Il va falloir absolument que dans tous vos établissements, vous ayez ce circulaire. Je vais essayer de lire le titre. C'est assez barbare. C'est le circulaire du 5 juillet 2021 relative au respect de l'intimité, des droits sexuels et reproductifs des personnes accompagnées dans des établissements et services médico-sociaux relevant du champ du handicap et de la lutte contre les violences. Quand je disais baba, ce n'est pas une plaisanterie. Hein. En tout cas, le contenu signé donc par Madame Cluzel, vous avez 6, 7, 8 pages de positionnement par l'État français par rapport à l'accompagnement de la vie intime, la vie affective et la sexualité dans des services médico-sociaux. Il faut se servir de ces textes. Ils ont quand même mis 20 ans pour le sortir. Hein. Donc, allons-y. Faites-le connaître dans vos structures. Faites-le vivre surtout. Faites-le connaître auprès des familles, auprès des usagers. Parce que c'est un texte qui est tout frais, qui existe. Bien. Donc, la santé sexuelle, c'est l'OMS, l'Organisme mondial de la santé, qui parle de santé sexuelle. C'est quoi la santé sexuelle? La santé sexuelle, est-ce que je peux réduire ce machin? La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel et social en relation à sa sexualité. Ce n'est pas simplement l'absence de maladie, dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle requiert une approche positive et respectueuse à la sexualité et les relations sexuelles en lien avec la possibilité d'avoir du plaisir et des expériences sexuelles sûres, sans contrainte, sans manipulation, sans discrimination et sans violence. Pour que la santé sexuelle puisse être atteinte et maintenue, les droits sexuels de tous doivent être respectés, protégés et acquis. Donc, c'est une question à se poser. Qu'en est-il de santé sexuelle dans nos structures? Et vous avez des droits sexuels, je les ai mis là, c'est pas long, hein, il y a une douzaine de lignes sur les droits sexuels, droit à l'éducation, à l'information, pas de mariage forcé, l'intégrer physique, choisir son partenaire, choisir d'avoir ou non des enfants, etc. Donc vous avez des droits sexuels. C'est une question à se poser, je trouve. Regardez ces textes de l'OMS, qu'en est-il de la santé sexuelle dans nos structures? Et l'OMS se positionne aussi. Attends, j'ai manqué un. Non. Voilà. Et l'OMS se positionne sur l'éducation à la sexualité. Je vous lis le texte. L'éducation à la sexualité est définie comme une approche pour aborder la sexualité et les relations sexuelles avec des apports scientifiquement fondés, réalistes et sans jugement, mais qui prend en considération l'âge et le contexte culturel. L'éducation à la sexualité permet des opportunités pour explorer ses propres valeurs et attitudes et encourage la capacité à prendre des décisions, communiquer et à réduire les risques. Je ne sais pas qui exactement à l'OMS a écrit cette dernière phrase, mais si je pouvais l'embrasser, j'enlèverais mon masque pour l'embrasser. Tellement je trouve ça bien dit. C'est ça l'éducation à la sexualité. Explorer ses propres valeurs et attitudes. Qu'est-ce que moi j'en pense par rapport à ceci? Qu'est-ce que moi ça m'inspire? À la différence peut-être de maman et papa, à la différence peut-être des éducateurs qui m'entourent, à la différence de ce que je vois à la télé, à la différence de ma partenaire. Bref, voilà. Cette éducation à la sexualité permet d'explorer ses propres valeurs et attitudes. Et c'est là où le mode groupe de parole, c'est bien pour qu'on puisse échanger entre ses pairs pour pouvoir se dire qu'est-ce que moi je pense, pourquoi je le pense, qu'est-ce que ça m'inspire. Encourage la capacité à prendre des décisions. C'est quand même ça, vivre sa vie intime, sa vie affective, sa sexualité. Prendre des décisions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux pas? Où est-ce que je trouve de l'aide? Comment je me protège? Quelle contraception je veux? Est-ce que je veux une contraception? Bref, voilà, vous avez toutes ces décisions qui sont à prendre dans sa vie intime, sa vie affective, sa sexualité, qui peuvent être différentes de ce qui est dit et entendu par ceux autour. Communiquer avec ses partenaires. Non, chérie, ça, je ne veux pas. Oh oui, chérie, ça, je veux bien. Oui, je veux faire ça, mais pas avec toi.
Oui, ça, je pense que ça me plairait, mais allons-y tout doucement, parce qu'au cas où je change d'avis. Vous voyez ce que je veux dire par communiquer? Je pense qu'on aurait nettement moins de problèmes dans la vie si on apprenait à communiquer. Enfin, après tout, on va partager des liquides corporels dans une relation intime sexuelle. C'est quand même étonnant qu'on attende de mal à communiquer quand même. Donc, apprenons à communiquer. C'est quand même mieux. Et à réduire des risques. Ben oui, parce que, enfin, risque d'agression sexuelle, risque de grossesse non désirée, risque de transmettre des petits microbes là où on ne veut pas. Voilà, donc c'est ça, l'éducation à la sexualité, ça sert à tout ça, au fil de la vie. Voilà, donc quand j'écris l'enjeu de nos interventions, ça veut dire l'enjeu de cet accompagnement à la vie intime, la vie affective, la sexualité. Je l'écris en rouge parce que pour moi, c'est tellement essentiel, cette autodétermination. Mais cette autodétermination, on l'apprend dès le plus jeune enfant, à s'autodéterminer. Et enfin, moi, je suis américaine d'origine et donc j'arrive en France à voilà, une vingtaine bien de passes. Bref, et je vois ces Français qui... Bon, ce serait moi maintenant. Et je voyais un petit qui arrive et on sent qu'il n'a pas du tout envie de... Et sa maman qui dit, oui, si, embrasse mamie. Et tu sens qu'il veut reculer, il veut reculer. Ah, mais vas-y, embrasse. Et je me suis dit, mais ça, c'est pas bon. S'il n'a pas envie, il faut qu'on dise, mais si tu n'as pas envie d'embrasser quelqu'un, même un bisou, qu'est-ce que tu veux faire pour dire bonjour? Voilà, ça suffit. Ou check. Voilà. Et pour moi, cette autodétermination, on l'apprend au plus jeune. Parce que justement, d'inciter à ce qu'un enfant fasse quelque chose de ce style-là qu'il n'a pas envie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est en train de ne pas s'écouter. Et imaginons qu'il est à une fête de famille et il y a un mal intentionné de tonton, allez, faire un truc un peu stéréotypé, qui lui dit, si, mets ta bouche là où je te dis. Il est en train de dire, non, je ne veux pas. Si, tu le fais. Ben, si, tu le fais, on l'a incité, il n'aura pas en lui-même pour refuser. Vous voyez ce que je veux dire par rapport à l'autodétermination? Ça s'apprend dès le plus jeune âge, qu'il soit à son écoute de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut pas. Je disais tout à l'heure, c'est choisir quand on grandit, c'est faire des choix dans sa vie, faire des choix, quelle couleur de pull on va porter. Donc on peut dire, je vais faire un truc encore schématisé, mais l'éducateur qui dit, tiens, voici ton pull rouge, mets ton pull rouge. C'est moche. Si, vas-y, parce que tu n'as pas vu, il fait froid dehors, c'est ton pull rouge. C'est moche. Au lieu de dire, qu'est-ce que tu veux mettre aujourd'hui? On met 2 pulls. Et il choisit son pull. Faire ses choix aussi simples qui va avec leur capacité, c'est faire des choix. Qu'est-ce que j'aime pas? Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas? Toutes ces petites choses qui sont essentielles quand on va rentrer dans une relation. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce qui me plaît pas? Comment est-ce que je communique que je veux, que je ne veux pas? Ça s'apprend dès le plus jeune âge. Ça, c'est l'autodétermination. Et pour moi, il faut qu'on soit tous habités par cette envie de les aider à s'autodéterminer. Parce que c'est ces barrières personnelles qui nous aident à rentrer dans des relations et rester en sécurité, rester à son propre écoute, rester aussi à l'écoute de l'autre. C'est aussi devenir responsable de sa vie intime. Parce je sais que parfois, ça paraît un peu incongru de dire personne déficient est responsable. Et que si. Il faut qu'ils soient responsables de leur vie intime, telle qu'ils soient. Bien. Bon, quand je parle libérer la parole, libérer la pensée, plus on a cette possibilité de libérer l'expression, plus ils peuvent se le penser. C'est ce que je trouve fantastique dans les groupes de parole, c'est que quand on a l'opportunité de se libérer un peu sur le sujet, ils peuvent se dire des choses et s'affirmer sur des choses. Mais il faut ces opportunités. Il n'y a pas de questions ou de remarques là-dedans? Alors, oui, si vous avez des questions et des remarques, vous pouvez lever la main. Non, pour l'instant, il n'y en a pas. On vous encourage. C'est un peu plus vivant. Tout le monde est d'accord. Tout le monde est d'accord. Donc, quand ça vient, il n'y a pas de souci. Je m'arrête en plein milieu, il n'y a pas de souci. Quand je disais tout à l'heure, le silence ne protège personne, ça veut dire ce travail éducatif au fil de la vie, c'est essentiel.
Par contre, ce que je dis aux établissements, aux structures, c'est que tout travail éducatif ou d'accompagnement ou d'information, il faut le déterminer. Qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet-là? Ça veut dire faire un bilan. Qu'est-ce qui se fait auprès des plus jeunes? Est-ce que c'est un cahier de vie, je deviens grand? Est-ce que c'est des petites chansons pour apprendre à se laver et nommer des parties du corps? Et voilà, on lave la tête, on la lève sur les aisselles, on lave le ventre. Et oui, on lave le sexe, on lave les fesses. Il faut les prononcer, voilà, donc déterminer ce qu'on fait pour les plus jeunes, le rendre visible aux familles. Quand les familles sont informées de ce travail, quand les familles sont au courant de ce que ce travail dit, que voici le vocabulaire qu'on utilise, ça plante des petites graines dans la tête des parents. Ah bon? On traite ce sujet. Mais mon enfant, il n'a que 6 ans. Il est déficient. Il a un âge mental de... Oui, sauf qu'ici, on en parle. Ici, on a un vocabulaire pour ce sujet-là. Comment vous avez... Ok, très bien, j'arrive. Donc, on le rend visible aux familles. On parlait tout à l'heure à la pause, j'adore, de quand on a ces premiers signes de puberté qui commencent à venir. Donc, l'équipe va dire, oh, il y a des petits bourgeons mammaires qui arrivent là. Donc, 10 ans, 9 ans et demi, 10 ans. Et donc, l'équipe va dire, allez, à l'attaque. La puberté commence, ou des petits poils dans des endroits stratégiques autour du sexe. On y va. Donc, on met dans un cahier, la puberté commence. On peut imaginer qu'un parent de son enfant de 9 ans qui ouvre le cahier et qui dit, la puberté qui commence, de quoi on parle? Si, c'est bien ça. Mais ça aide les parents à se dire, ah oui. Et la puberté, c'est quoi? C'est des poils, c'est des... Je vous conseille d'aller sur le site santebd.org. Vous allez voir un tas de fiches. Il y a des fiches sur la puberté que vous allez voir tout à l'heure. Je trouve que c'est quand même voilà, c'est une mine d'or d'informations Santé BD et vous en avez là-dessus. En tout cas, que l'équipe rend visible les actions d'information, rend visible qu'on va au planning familial, qu'on a un partenaire avec le planning familial, rend visible qu'on va faire une sortie théâtre sur le sujet. Plus c'est visible, plus ça peut aider les parents aussi à se dire « Ah, mon enfant est concerné, ça fait partie de sa vie. » Allez, pour la question. Go, go. Alors, Carole, tu peux activer ton micro, c'est bon? C'est bon. Donc, il y a Saskia qui voulait poser une question. Oui. On écoute. Oui. Depuis quand on est égaux face à la justice à la date? Parce qu'en 2018, ça n'a pas eu lieu. Alors, depuis quand, pardon? Je voudrais savoir, je voudrais poser une question. Depuis quand on est égaux face à la justice et à la date? Parce que moi, ce que je sais, en 2018, ça n'a pas eu lieu. Il y a eu des groupes de parole. Vous avez participé au groupe de parole, c'est ça? Non? Je ne vais pas raconter ma vie. Je n'ai pas compris la question. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à comprendre la question? Désolée. Saskia, est-ce que on essaye d'aider Saskia pour poser sa question. Alors, elle me passe un écrit. Oui, pardon. Sinon, on peut prendre la sinon, ce qu'on peut faire, on va travailler la question et puis on reprend la parole tout à l'heure. Parce que ça nous intéresse. C'est ça. On revient vers vous, Carole. On prend la question de Claire Armand, des Primes Verts. Claire, c'est bon, tu dois avoir ton micro. Oui, bonjour. Claire Armand, chef de service éducatif à l'IME Les Primes Verts. Moi, j'avais une question au sujet de ce que vous évoquiez il y a quelques minutes, au sujet du vocabulaire. C'est quelque chose qui nous interroge beaucoup dans notre établissement. Et je voulais avoir votre avis sur quels mots est-il préférable d'utiliser. Certains professionnels sont à l'aise et utilisent facilement, disons les mots justes. D'autres le sont un peu moins et ont besoin de passer par des petits sobriquets pour parler notamment des parties intimes de certains enfants. Moi, je suis de l'avis, plus c'est clair, net, précis, explicite, mieux c'est. Et voilà, ça c'est, voilà, si c'est un pénis dont on parle, c'est un pénis.
Si c'est les testicules, c'est les testicules. Si c'est vulve, c'est vulve. Si c'est les seins, c'est les seins. Et les petits mots, zizi, zigounette, hein, et même au plus, et on dit, oui, mais les petits, mais un enfant qui apprend un vocabulaire, c'est le vocabulaire qu'il apprenne. Il n'a pas besoin de petits noms, il a besoin de vocabulaire juste. J'étais avec un groupe de parents avec le centre Retour Autisme il y a quelques semaines, et on a eu cette discussion avec les parents, et une maman qui dit, ah, je dis à mon fils, quand je l'aide à se laver, je dis, lave tes fesses. Mais en fait, ce n'est pas que ses fesses que je veux qu'il lave, en fait. Ah oui. Voilà, donc soyons précis. Si c'est lave ton sexe, lave ses testicules, lave tes fesses, voilà. Oui, il vaut mieux être… Et j'entends qu'il y a des professionnels ou des parents qui ne sont pas à l'aise avec l'idée, mais en fait, c'est une question d'habitude. La prochaine fois, vous allez dans la douche et tu vas dire lave ton zigounette. Voilà. Mais ça y est, l'idée, c'est que je dois dire sexe. Donc la prochaine fois, et la troisième fois, on y va, on le dit, et finalement, on le dit 2 fois, 3 fois, et on finit par dire, ouais, enfin bref, c'est la même chose, quoi. Il faut juste prendre l'habitude de dire des mots justes, explicites. Et je dis dès le plus jeune âge, parce que pourquoi changer de vocabulaire? Voilà, il vaut mieux commencer avec un vocabulaire juste, explicite, et je reviens sur l'idée, plus c'est juste et explicite, plus aussi, si jamais il y a un problème, quel qu'il soit, on aura des indications précises sur qu'est-ce qui s'est passé. Voilà. Il a mis son doigt là, mais là où? Si c'est dans son anus, c'est dans son anus. Si c'est dans la bouche, c'est dans la bouche. Ce n'est pas la même chose. Vous voyez? Il m'a touché là, mais il va falloir qu'on puisse expliciter au mieux. Et je trouve que plus l'adulte est explicite, plus c'est… Voilà. Et vous prenez l'habitude, vous allez voir, ce n'est pas si difficile que ça, je trouve. Merci. Donc, j'encourage vos collègues. Alors, on va donner la parole à la résidence plurielle et à Saskia, si elle est prête. Elle est prête? Vous pouvez réactiver votre son. Oui, merci. Donc, on a revu un petit peu la question avec Saskia. En fait, c'est qu'elle elle voulait réagir pour dire qu'en fait, elle considère qu'on n'est pas forcément tous égaux par rapport à la loi, par rapport à la justice. C'était d'après aussi un vécu personnel. Voilà. Alors, ce n'était pas vraiment une question, mais c'était un ressenti qu'elle voulait partager avec le groupe. Voilà. Je ne sais pas exactement quelles étaient les circonstances où elle a cette sensation. Moi, je peux affirmer qu'on piétine les droits et libertés en matière de vie intime et sexualité des personnes en situation de handicap à longueur de journée. Voilà, c'est l'établissement dans lequel j'étais il y a avant-hier et hier. Les personnes ne peuvent pas se retrouver librement. J'entends qu'il faut les protéger, mais il faut qu'ils demandent au directeur, et le directeur, parce qu'il n'est pas là, parce qu'il est en vacances, peut prendre 2 mois, 3 mois pour prendre une décision. Est-ce que 2 personnes peuvent se retrouver? J'espère que monsieur le directeur n'a pas eu de relation intime pendant 2 mois ou 3 mois pendant ce temps-là. Donc, j'entends cette… Mais moi, ma façon de voir ça, c'est que je me retourne vers les professionnels, peut-être les familles aussi, pour dire, si nous ne sommes pas là pour défendre leurs droits et libertés, qui peut le faire? Moi, je me suis trouvée à animer un groupe de parole et il y a une femme de 33 ans, avec une trisomie 21, qui était censée, parce qu'elle a voulu participer. Elle est venue dans le groupe avec le groupe de femmes. L'éducatrice, ma co-animatrice, l'a regardée et elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit ta maman par rapport à ce groupe? Elle a baissé la tête, elle s'est levée et elle est partie. Je bouillonnais de comment ça se fait? Et donc, je continue avec le groupe toute la séance. Je vais vers la direction et la direction m'a dit, oui, mais sa maman ne veut pas qu'elle participe à un groupe de parole sur la vie intime. Pour moi, et je n'étais pas en mesure de défendre ses droits et libertés de partage. On a contourné. Avant la séance, j'étais avec elle. Après la séance, j'étais avec elle. Donc, on a fait autre. Mais ça, c'est piétiner leurs droits et libertés. Donc, comment est-ce qu'on peut faire un maximum de défendre leurs droits et libertés quand eux, ils ont au moins la capacité de se les défendre? Bien. Donc, merci de l'avoir dit parce que c'est à nous de faire un maximum pour vous. Bien. Dans l'idée du projet personnalisé, effectivement, il faut que les professionnels apprennent à questionner cette vie intime, vie affective, sexualité lors de la préparation du projet.
Parce qu'effectivement, quand il y a une situation déjà connue, complexe, il y a un feu à éteindre, forcément vous êtes dessus. Par contre, des choses plus subtiles, parfois on peut passer à côté. Donc il faut apprendre à questionner comment est-ce que cette personne est concernée dans sa vie intime. Est-ce qu'elle souhaiterait quelque chose par rapport à sa vie intime? Est-ce qu'elle a envie de quelque chose? Donc c'est pas forcément... Voilà, donc il faut le questionner dans la préparation du projet et après, à voir est-ce qu'on l'inscrit dans la partie écrite du projet ou est-ce que c'est quelque chose de très intime? Elle souhaiterait participer à un groupe de parole. Ça peut peut-être s'écrire. Elle a besoin d'aller dans un sex shop pour acheter un objet, un sextoy. Est-ce qu'on a besoin de l'écrire? On peut peut-être l'écrire très, comment dire, discrètement, accompagnement pour faciliter son autonomie dans sa vie intime. Enfin, je ne sais pas comment vous voulez l'écrire. En tout cas, il faut systématiquement les questionner pour justement qu'ils prennent l'habitude pour dire j'ai besoin de, ou j'ai besoin d'aide, ou j'aimerais bien me renseigner. Le questionner obligatoirement. Est-ce qu'il y a autre chose? Sinon, je continue en attendant. Il est essentiel que chaque structure trouve son réseau. Son réseau en interne, qui sont des personnes formées, qui sont des personnes sensibilisées, qui sont des personnes qui sont un peu branchées sur le sujet. Voilà. Pour qu'on identifie des personnes ressources et aussi à l'ADAPUI, qui sont les personnes ressources. Donc, j'espère que prochainement, tel que c'est préconisé dans le circulaire, vous allez avoir un groupe ressources ou groupe éthique, vous allez appeler ça comme vous voulez, qui est très bien identifié, et aussi les ressources externes. On a plein de ressources à l'extérieur dans le droit commun, entre le planning familial, le centre de planification, les associations de prévention, la PMI. Vous avez plein d'associations, de structures, de personnes, de professionnels qui peuvent aider et accompagner. Mais comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas forcément des gens qui ont l'habitude d'aller vers vos structures. Donc, c'est à nous d'aller vers eux, frapper à la porte et créer des liens avec eux, les inciter à mieux nous connaître. Voilà. Créer évidemment un partenariat avec les familles, aider les familles à avancer sur le sujet. Et effectivement, vous avez une charte maintenant. Maintenant, chaque structure doit prendre cette charte et se dire comment on applique cette charte chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, c'est peut-être phrase par phrase. Alors, je vais commencer par la première partie, ça serait les professionnels. Comment nous, en tant que professionnels, on applique cette charte? Qu'est-ce qu'on fait chez nous? Comment on l'applique? Peut-être chaque réunion d'équipe, on va prendre un quart d'heure pour une phrase. On va pas prendre, enfin voilà, pour que ça soit faisable. Après, on va se tourner vers les premiers concernés par cette charte, pour les aider aussi à dire, voilà, voici cette charte, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Et vous avez besoin de quoi? Solliciter les premiers concernés, ça semble la moindre des choses. Allez, la suite. Alors, il y a une question de la résidence plurielle. C'est bon, j'ai réactivé votre son? Ok, on a le son. Oui, bonjour. Je vous laisse vous présenter. Ouais, c'est Christine, la résidence plurielle. Je ne comprends pas bien pourquoi ça viendrait dans le cadre du PAI. Le projet personnalisé. Ouais, c'est une très bonne question. Ouais, parce que moi, forcément, même si mon référent connaît ma vie sexuelle, quoi, je n'ai pas envie que le chef de service, même s'il est ouvert à tout dialogue, sache ma vie sexuelle. Voilà, quoi. Je ne vois pas le lien et moi, ça me gênerait que ce soit dans mon PAI. Merci Christine de l'avoir dit. Mais ça montre à quel point on a tout un tas de possibilités. Mais imaginons que votre référent vous dise, est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit par rapport à votre vie intime, votre vie affective, votre sexualité? Et vous allez l'envoyer promener. Ça ne vous regarde pas et laisse-moi tranquille. Ok, c'est votre liberté et votre droit. Mais quelqu'un d'autre peut dire, comme un monsieur que j'ai côtoyé avant les fêtes, lui, il a dit à sa référente, je veux une copine. Je veux une copine. Et donc, du coup, la référente qui dit, ah, tu veux une copine. Donc, du coup, c'est au professionnel de se dire, comment est-ce qu'on peut t'aider à sortir un peu plus, vive le Covid, sortir un peu plus, rencontrer des nouvelles personnes. Comment est-ce qu'on peut… parce que ce monsieur, j'ai su par la suite qu'il avait tendance à faire poète-poète sur les seins et poète-poète sur les fesses de différentes personnes autour de lui.
Donc, même quand il faisait des rencontres, ce n'était pas très approprié. Donc, du coup, parce qu'on l'a questionné dans son projet, les professionnels se sont dit, il faut qu'on l'aide à sortir plus, il faut qu'on l'aide à faire des rencontres, il faut aussi qu'on organise un atelier drague et rencontres, pour qu'il ait ses habilités sociales, pour que quand il rencontre des gens, qu'il le fasse de manière appropriée. Donc, vous, Christine, vous avez ces habilités, il n'y a pas de souci, mais d'autres personnes peuvent avoir besoin d'un accompagnement. Oui, parce que moi, excusez-moi, je parle aussi sexualité avec ma référente et co-référente parce que j'ai eu une expérience traumatisante par le passé. Mais je veux dire, moi, je n'aimerais pas que ça apparaisse dans mon PAI. Quand j'ai envie de parler de sexualité, ça vient de moi. Tout à fait. Et ça, c'est votre liberté. Mais c'est ça le projet. C'est votre liberté de ne pas vouloir en parler. Mais pour certains, si on ne leur pose pas la question, si on ne se pose pas la question, ils n'auront pas l'opportunité d'être accompagnés. Merci. Voilà. Merci. Merci d'avoir posé la question, surtout. Merci beaucoup. Voilà, donc on a un tas de sujets à traiter. Il y a une question? Alors, moi, j'ai beau traiter depuis bientôt 25 ans voilà, la vie intime, la vie affective, la sexualité. Et très honnêtement, de toute ma carrière, ce n'est pas des galipettes et des rapports sexuels qui me préoccupent, c'est la solitude qui me préoccupe le plus. Je trouve que les témoignages de ce que les personnes peuvent dire, c'est qu'on est seul. Et c'est quand même extraordinaire d'être seul et accompagné 24h/24, 7h/7. Voilà. Comment est-ce qu'on peut aider les personnes à rompre la solitude? En plus, ils sont entourés avec peut-être les mêmes personnes ou trop longtemps les mêmes personnes. Donc, comment est-ce qu'on peut ouvrir les murs? Et alors, on va dire, voilà, bientôt, on va pouvoir quitter nos masques et pouvoir nous retrouver un peu plus librement. C'est un vrai effort d'aller vers les autres, d'autres structures, d'autres associations peut-être pour faire des sorties. Si j'ai bien compris, vous avez une initiative prochainement de boîte de nuit? Oui, projet boîte de nuit. Donc, on vous invite d'ailleurs grandement à rejoindre le projet boîte de nuit qui est encore à monter. On cherche des bénévoles, personnes, familles, professionnels. Et pourquoi pas, du coup, avec la conférence d'aujourd'hui, améliorer en faisant des speed dating, des lieux de rencontre. Ah, on ne dit pas speed dating dans ce milieu-là, on dit slow dating. Slow dating. Voilà, on ralentit parce qu'on n'a pas besoin de se presser pour faire les rencontres. On a besoin de prendre son temps. Donc, si vous allez faire une sortie, oui, donc je trouve que l'initiative est excellente de pouvoir se trouver dans une boîte de nuit, faire des rencontres. N'oubliez pas, si vous allez faire une sortie boîte de nuit ou d'autres sorties que vous allez faire de ce style, ayez sur vous des petites cartes avec vos coordonnées dessus, votre adresse mail, votre numéro de téléphone où on peut vous joindre, parce que parfois dans le moment du rencontre, on sent qu'il y en a quelqu'un avec qui on peut voilà, avoir des affinités. C'est quand même important de reprendre contact après. Et peut-être on aura besoin d'aide de la part des éducateurs ou sa famille pour encourager cette relation. Parce que ce n'est pas juste en une fois, on a besoin de se retrouver, aller boire un verre ensemble, élaborer cette relation un petit peu plus. Donc, ayez vos coordonnées sur vous. Et donc, je racontais qu'il y a une très chouette initiative en Alsace, justement, depuis des années, ils font des sorties de 16h à 20h dans une boîte de nuit, ils sont accueillis. Et donc, différentes structures se retrouvent. Et il s'avère que des gens se rencontrent, se retrouvent, pas de souci. Sauf que quand chacun retourne chez soi, ça ne continue pas. Et donc, du coup, ils ont décidé d'avoir une initiative, ça s'appelle Et plus et affinité. Donc, un week-end Et plus et affinité. Et donc, ça va avoir lieu au mois d'avril, où les gens vont pouvoir s'inscrire pour le week-end. Il y aura des éducateurs bénévoles qui vont être là et des activités à faire. C'est juste l'opportunité d'élaborer un tout petit peu plus la relation. Et si les gens souhaitent passer un peu plus de temps intime, c'est possible, ce n'est pas une obligation. C'est possible. Et il y a des éducateurs pour veiller à ce que ça se passe bien pour tout le monde. Voilà. Donc, je vous encourage à créer ce genre d'initiative parce que groupe de parole, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Bien. Prendre du temps pour élaborer sa relation. On me dit depuis très longtemps, oui, mais ces personnes, ils papillonnent dans leur relation. Et je me dis, mais quelles opportunités ont-ils pour élaborer leur relation? Vraiment passer du bon temps, de dire votre activité,
j'en veux pas aujourd'hui. Moi, je veux juste buller avec mon copain ou ma copine. Et oui, c'est ça la vie aussi, de pouvoir juste passer du bon temps avec les personnes de son choix. C'est pas forcément quelqu'un avec qui on va faire des galipettes, hein. C'est quelqu'un avec qui on va élaborer sa relation, passer du temps à regarder la télé, regarder un film, rien faire, juste papoter, raconter ces petites histoires, peut-être s'embrasser, peut-être pas. Voilà, en tout cas, avoir des temps et les lieux où on peut élaborer sa relation, laisser de côté toutes les activités qui sont organisées, peut-être laisser de côté les repas parce qu'on n'a pas envie d'être à table avec 15 000 personnes. Vraiment, juste être en petit comité pour profiter. On a le Saint-Valentin qui arrive bientôt. Est-ce qu'il y a des opportunités pour inviter quelqu'un, pas forcément sa chérie, mais inviter quelqu'un avec qui partager un repas un peu plus en tête-à-tête, un peu plus théâtralisé, quoi, pour que ça donne envie. Ça serait pas mal, hein, d'élaborer sa relation et profiter. Inviter quelqu'un dans sa chambre. J'ai entendu juste il y a 2 jours qu'on a besoin de demander au directeur. Donc, est-ce qu'on peut changer de vocabulaire si on parle d'adulte? Quand on est adulte, on devrait informer les gens autour que je vais me retrouver avec un tel ou une telle, pas demander l'avis d'eux. Je vous informe que j'aimerais inviter un tel, ou je vous informe qu'un tel sera chez moi. Ça, c'est aux professionnels et familles autour de dire « Ah, un tel, ah bon ?» D'accord, j'entends. Et se poser des questions pour assurer leur sécurité. Vous êtes quand même là pour ça. Mais qu'on n'est plus à, en tant qu'adulte, je précise, n'est plus à demander autorisation, mais plutôt dans quelque chose d'informé. Ça, c'est l'autodétermination. Allez. Et ces différentes relations qu'on peut pouvoir vivre sa sexualité tout seul, avoir des temps privés où on peut faire ce qu'on veut avec ce qu'on veut. Régulièrement, quand il s'agit, par exemple, certaines personnes peuvent être très bien dans leur sexualité seule, même quand ils sont avec une autre partenaire, vouloir cette masturbation. Et très souvent, on me dit, mais comment on va faire s'il veut acheter un sextoy? On doit informer la famille? Je ne sais pas. Moi, j'ai des sextoys, mes parents sont pas forcément au courant. Donc, pourquoi informer la famille? Est-ce que vous souhaiterez informer vos familles? Non. Donc, c'est un objet personnel. Oui, mais comment on va dépenser de l'argent? Alors, c'est leur argent, même si c'est géré par un tuteur. Le tuteur n'a pas à s'émisser dans ce qui est de l'ordre d'intime pour la personne. Si vous voulez les textes de loi, je vous les donne. Oui, effectivement, c'est dépenser de l'argent. Donc, du coup, souvent des sex shops, ils donnent un ticket de caisse et rien n'est bien précisé, donc vous pouvez dépenser de l'argent, c'est leur argent après tout. Ou éventuellement mettre de l'argent de poche de côté pour dépenser, si la personne préfère être vraiment discret. En tout cas, c'est un objet personnel destiné à un usage personnel. Relation à l'autre, toute la gamme de vie intime et sexuelle, de ce qu'on peut vouloir faire. Certaines personnes peuvent vouloir une relation sexuelle, on va dire, très traditionnelle. D'autres peuvent vouloir toute autre chose. Et à la limite, on s'en fiche. Tant qu'ils sont capables de consentir à cette relation, capables de trouver de l'aide s'ils sont en difficulté, s'ils souhaitent se frotter des petits orteils, qu'ils se frottent des petits orteils. Hein. Si on y trouve du plaisir, c'est ça l'objectif. Donc, peu importe comment les gens y trouvent du plaisir, tant qu'ils sont en sécurité, c'est privé et on s'en fiche. Est-ce que les personnes que vous côtoyez, est-ce qu'ils ont une chambre à soi? L'espace intime, est-ce que c'est un espace respecté? Quels sont leurs espaces intimes? Réellement intimes? À se poser la question. Est-ce qu'ils peuvent... Alors, pas tout le monde est destiné à partager une chambre. Vraiment parce que ça serait pas bon de partager un espace si intime. Donc, est-ce que c'est avoir une chambre côte à côte? Un établissement dans lequel je suis intervenue il y a 2-3 ans, ils ont découvert que ça ne coûte que 500 € avec le roi Merlin de casser un mur et mettre une porte roulissante. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Ça ne coûte pas cher. De casser un mur, mettre une porte roulissante qui peut se fermer. Donc, du coup, on peut avoir un côté chez soi et chez soi partagé. On souhaite se séparer, on ferme la porte roulissante et chacun de son côté. Vous voyez?
Donc, il y a de possibles. Il y a d'autres remarques là-dedans? Non. Pas de question. Désir de parentalité. Je fais la différence entre un désir de parentalité et un projet parental ou un projet de famille. Parce que pour moi, il y a déjà tant à imaginer et à élaborer dans un désir de parentalité. Moi, quand j'anime des groupes de parole, groupes d'expression, on va par là de cette idée de on aurait souhaité être parent, on souhaiterait être parent, mais être parent, c'est compliqué. On ouvre cette porte vers, voilà, qu'est-ce que ça veut dire pour moi d'être parent? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un enfant? Alors, quand j'anime auprès des femmes, enfin pour moi, ça a toujours été une évidence, mais ce que je découvre depuis des années, c'est que quand on pose la question monsieur, ils ont plein de choses à dire sur leur désir de parentalité. Souvent, on ne leur pose pas la question, mais ils ont plein de choses à dire. Un monsieur dans un établissement en Suisse, il regrettait, il a dit, ici au foyer, ce n'est pas un lieu pour élever un enfant. Mais ce que je regrette, c'est que mon frère, il a donné notre nom à ses enfants, mais moi, je ne le ferai pas. Je ne pourrais pas donner mon nom à mon enfant. Voilà, c'était son regret. Et dans ce groupe, c'était très chouette parce qu'ils ont donc parlé de, ces messieurs ont parlé de désir de parentalité et puis pas la possibilité d'avoir des enfants. Et ils ont décidé collectivement, quittant le groupe, de contacter une association pour comment dire, sponsoriser un enfant, comment on dit, parrainer un enfant par une association. Donc tout le monde donnait 25 francs en Suisse. Chacun donnait ses 25 francs pour parrainer un enfant. Donc ils recevaient. Donc c'était leur façon. Ils ne vont pas être parents, hein, c'est pas la même chose. Mais c'était leur façon d'être importante dans la vie d'un enfant. Et je trouve qu'il y a de quoi faire dans l'idée de si on choisit on n'a pas une situation de vie qui s'y prête à être parent, comment est-ce qu'on peut être important dans la vie des enfants autour de nous? Est-ce que c'est d'être effectivement tata tonton et explorer comment est-ce qu'on peut être un bon tata tonton? Est-ce qu'on est marraine, parrain? Comment est-ce qu'on peut être un bon parrain, marraine? Est-ce que c'est être bénévole au club de foot à côté? Ils ont tant de choses d'amour à donner aux enfants, tant de choses à transmettre de qui ils sont et leur façon de vivre que c'est regrettable. Ils vont pas tous, beaucoup ne vont pas être parents, mais ils ont beaucoup à offrir aux enfants. Et je pense qu'on se doit de les aider à explorer cette idée d'être important dans la vie d'un enfant. Voilà. Et trouver des partenaires, peut-être pour ceux qui souhaitent élaborer un projet parental, qu'on capte ce désir, qui souhaite se mettre en place avant d'être enceinte, pour qu'on puisse vraiment accompagner ce désir, pour que la personne sache ce que c'est que d'être parent. Peut-être un stage, je connais une femme vers chez moi à Annecy, qui a fait déjà 3 mois, sa maman l'a organisé, 3 mois dans une crèche. Donc, elle adore les enfants, elle était auprès des enfants, elle voulait être maman, elle a fait ses 3 mois à la crèche. C'était très bien, elle a adoré. Sauf qu'elle a dit toute la journée, j'ai mal à la tête. Voilà. Donc, voilà. Donc, elle s'est dit, à la place, si ça peut être quelques heures. Donc, sa maman a été une battante, comme beaucoup de mamans. Et elle a réussi à trouver un poste d'aide à la cantine et maternelle. Donc, depuis des années, cette dame aide à la cantine et maternelle. Elle adore les enfants l'adorent. Quand elle arrive à la cantine, tout le monde lui serre fort dans les bras. Tout le monde s'y retrouve, elle est entourée d'enfants, c'est pas mal. En tout cas, si quelqu'un souhaite le faire, comment les aider à cheminer dans cette réflexion, pour trouver les aides éventuellement nécessaires pour que ça se passe dans des bonnes conditions pour tout le monde. Il y a des associations en faveur de la parentalité, vous en avez dans le Rhône, qui peuvent accompagner. Plus que 3 minutes. Bon, il y a des questions ou des remarques? Une. Go. Alors, je vous réactive le son. C'est bon, vous pouvez y aller. Oui, bonjour, nous c'est l'IME Le Bouquet. Ah, et bonjour. Et on a une question, en fait, on est chez le groupe des ados et on a beaucoup d'adolescents dont la masturbation est très présente. Des ados, quoi. Voilà, c'est ça. Sauf que les réponses qu'on a, c'est non, c'est pas le moment, non, c'est pas le lieu, non, c'est pas l'endroit, mais on n'a pas d'endroit, nous.
à l'IM-Pro pour qu'ils aient aussi leur intimité, hormis les toilettes, donc c'est pas super sexy, quoi. Donc, comment faire? Comment répondre à ces demandes aussi? On travaille avec des personnes qui ont des problèmes de difficultés de comportement, de déficience, etc., spectre autistique, j'imagine, chez vous. Donc, effectivement, est-ce que parfois, ça semble assez nécessaire pour leur santé mentale et physique de créer un lieu adapté, confortable, où ils peuvent s'éclipser pour faire ce qu'ils ont à faire, pour revenir la tête plus claire et apaisée. Tout en disant ça, j'ai toujours en tête que toute érection ne mérite pas éjaculation. Oui, bien sûr. Il y a aussi cette idée qu'on a tous à apprendre de dire mais non, c'est pas le moment. Donc on va faire autre chose. On va faire un clin d'œil à l'éducateur en disant, ou l'éducateur va dire, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'aller penser à autre chose? Voilà, parce qu'effectivement, on va peut-être s'accompagner de pictogrammes pour dire maintenant, ce n'est pas vraiment le moment, mais quand est-ce que tu peux le faire? Parce qu'on ne peut pas toujours être dans le non, c'est pas possible, non, c'est pas possible. C'est ça. Ouais, et on est dans la frustration permanente et eux, ils ne peuvent pas passer à autre chose, quoi. Exactement. Donc, les aider à visualiser vraiment, est-ce que c'est le timer, enfin, la pendule, qu'est-ce que c'est pour dire à quel moment tu peux, à quel endroit tu peux. C'est vraiment bon, mais il faut se rendre à l'évidence que pour certains, c'est pas viable de dire c'est à la maison parce que ça tient pas. Voilà, sinon c'est des troubles de comportement et des blessures sur le sexe et des agressivités sur les autres. Donc il faut trouver cet équilibre entre oui, il y a en théorie pour le commun des mortels, effectivement, ça se fait dans sa chambre, à la maison, tranquillou, mais il faut se rendre à l'évidence que pour certains, on a besoin d'adapter cette réalité à autre chose. Donc, c'est peut-être une question à poser en interne, c'est de dire, OK, les toilettes, c'est une question d'hygiène, c'est une question de bien-être, c'est pas vraiment ce qu'on souhaiterait préconiser et on ne souhaiterait pas que dans d'autres circonstances, imaginons qu'ils aillent aux toilettes à Carrefour Market ou je ne sais pas où pour se masturber, c'est pas bon. Oui, donc, ça, ouais. Créer un lieu un petit lieu où ça devient possible, tout en disant le souhait, c'est qu'on essaie de pousser les limites pour que ça devienne dans un endroit et un moment plus approprié. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Donc, vous avez besoin de soutien peut-être de la part de l'association pour créer un espace adapté. C'est ça. Oui, c'est ça. Vers qui vous pouvez vous tourner dans l'association pour dire… On a la directrice générale adjointe de l'enfance. Les oreilles sont présentes là. Je rejoins vraiment votre observation. Pour l'instant, au bouquet, on n'a pas le lieu. Je pense qu'il y a beaucoup d'IME qui sont concernés par cette difficulté. Je me disais, en fait, en vous écoutant, en ce moment, on fait des travaux au bouquet. Je sais qu'il y a des plans qui ont été faits, mais est-ce qu'on pourrait revoir les choses? Il faudrait qu'on puisse identifier un endroit où les éducateurs puissent accompagner les jeunes. Voilà, un endroit dans l'établissement. C'est sûr que ça ne sera pas par unité, parce que je ne vois pas comment c'est possible. Mais dans l'établissement, déjà, une pièce dans l'établissement, ça serait déjà bien. Ça serait déjà pas mal, hein, ouais, c'est ça. Ouais. Ça sera vraiment à discuter, je pense, là, avec votre direction. Mais effectivement, je pense par exemple à l'IM-Pro des Primes Vertes. Je sais qu'il y a un lieu, quand on a fait les travaux, quand on a fait l'extension, on a pensé à un lieu. Voilà, c'est vrai que non, ça serait… Je ne sais pas si on y a pensé au moment des plans, mais ça serait peut-être bien de revoir un peu, de réfléchir à des choses autrement. Ouais. Oui. Parce qu'on n'a pas besoin d'une salle immense, voilà, une salle tranquille. Ah non, on est bien d'accord. Cocooning, et puis voilà. Quoi. Non, mais c'est sûr, on est bien d'accord. Oui, puis un endroit, il faut quand même des possibilités pour soit un point d'eau, soit un endroit où on peut se laver les mains. Voilà, c'est ça. Se remettre pour qu'on puisse rejoindre le groupe dans de bonnes conditions. Ouais. Le problème des externats, on a un gros souci sur les externats. Ils sont finalement très, très exigus. Oui. Et vous avez sur Santé BD, la puberté filles et garçons, vous avez des images qui peuvent accompagner cette masturbation. Vous avez aussi un outil qui est sorti pendant le confinement qui s'appelle Sexo Solo, Sexo-Solo, sur l'apprentissage de la masturbation. Un outil vraiment destiné aux plus déficients pour vraiment accompagner éducativement l'apprentissage de la masturbation. Oui, parce que c'est des choses qu'on peut mettre aussi du coup dans la pièce qui sera prévue à cet effet aussi pour qu'ils s'en saisissent un peu aussi seuls, quoi. Complètement.
Tout à fait. Mais je me dis même une pièce un peu cocooning, mais aussi pour qu'ils puissent avoir un temps d'hypostimulation. Le problème, c'est qu'ils sont quand même hyper stimulés dans nos établissements. Le collectif, bah, voilà, c'est quand même du continu pour eux. Et on manque vraiment de lieux, en dehors des troubles, en dehors des comportements problèmes, et des lieux en fait, où ils peuvent un peu être isolés. Oui. Ouais. Isolé du bruit, de tous les stimuli. Bah, au plaisir d'avoir des nouvelles de votre petite pièce. Donc. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Ouais, c'est vrai qu'il faut qu'on en parle avec Laurent Cabour et avec Damien Bichet, je pense. Votre question tombe à pic, hein? Génial d'avoir saisi l'opportunité. Parfait. Bon, on passe à la suite. Il y avait d'autres questions. Oui. Non, pas d'autres. Ah, si, il y a une autre question. Alors, Juliana, je vous active le son, c'est bon, vous pouvez parler. Alors, il faut activer le micro sur votre. Oui, vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, alors, en tout début, il y avait un jeune homme qui avait posé une question et on a dit qu'on allait l'étudier et on n'a pas eu, ce jeune homme n'a pas pu reposer sa question. C'est pour ça que je me permets de l'intervenir. Si, c'était une jeune femme et c'est bon, elle a pu réintervenir. Ah bon, d'accord, elle a pu réintervenir par rapport à cette question. Tout à fait. Voilà, tout à fait. D'accord, merci beaucoup. Merci. Allez, bonne continuation à vous tous. On va laisser la parole à Betty Molin du planning familial. Bonjour, donc Betty Molin, je suis conseillère conjugale et familiale au planning familial 69 situé à Villeurbanne et je travaille également à la fédération régionale depuis peu. Donc je ne vais pas reprendre ce que j'ai trouvé que l'intervention de Sheila est vraiment très bien et très en phase avec ce que nous portons également. Bien évidemment, notre manière d'accompagner les personnes va exactement dans le sens que l'a présenté Sheila, donc c'est super. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Le planning familial, j'ai vu que l'ADAPI 69 travaillait avec le planning familial, mais en fait, j'ai l'impression que pas mal de structures travaillent avec des CPEF plutôt. Donc, je pense que c'est important de repréciser un petit peu le planning familial, d'où il vient. Donc, très rapidement, le planning familial, c'est une association féministe et d'éducation populaire qui existe depuis 1956. Ça s'appelait la Maternité heureuse. Ensuite, c'est devenu le Mouvement français pour le planning familial et le planning dans le département du Rhône. Donc, c'est marqué Association départementale 69, a été créée en 1961. Je ne partage pas? La présentation. Ah, désolée. Alors, qu'est-ce que je fais là? Oui, bien sûr. Pardon. Désolée. Non, je ne pas vérifier. Voilà, et donc là, il faut que je... Là aussi, la petite... Voilà, c'est ça? Tout bon. Voilà, simplement... Encore? Voilà. Donc, ça, c'est juste un petit rappel historique. Donc, les objectifs du planning, prendre en compte toutes les sexualités, accompagner dans le choix d'une contraception, écouter et orienter pour une demande d'IVG, lutter contre le sida et les IST, promouvoir l'éducation à la sexualité, dénoncer et combattre toutes les formes de violence. Ça, c'est un rappel également, je pense, pour vous. Le public, pourquoi j'ai prévu de faire une petite intervention là-dessus, c'est parce que souvent on identifie le planning, on pense que le planning reçoit essentiellement des jeunes femmes, en particulier des mineurs et des personnes valides. Eh bien non, pas du tout, le planning reçoit bien toute personne, quel que soit l'âge, le genre et l'origine sociale. Donc bien sûr, le public prioritaire, ce sont les mineurs, les personnes non assurées sociales, qui ont un besoin de confidentialité et qui ont des difficultés financières. Et donc, pour ce public, on va faire la gratuité pour les consultations médicales et la contraception. Mais bien évidemment, on reçoit tout le monde. On fait donc également des accueils normalement sans rendez-vous.
Là, c'est un peu particulier en ce moment. Et on garantit la confidentialité, ce qui est très important pour les personnes qui viennent nous voir. Au planning de Villeurbanne, donc on a depuis 2019 des locaux accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Et également, le cabinet médical a été aménagé, notamment la table d'auscultation. Donc, c'est plutôt assez commode, une table qui se lève et qui est assez large. Voilà. Et l'équipe médicale et l'équipe d'accueil a été également formée tout récemment pour accueillir des personnes qui sont valides ou en situation de handicap. Former, ça veut dire déjà lever un peu les représentations que les collègues pouvaient avoir sur le public en situation de handicap notamment, et puis aussi travailler à partir des outils. Comment on va communiquer avec une personne qui est non-voyante ou qui est une personne qui va avoir des troubles autistiques. Donc, pour les collègues, ça peut être un petit peu compliqué. Donc, on a été obligé de faire une formation. Alors, on est loin d'avoir terminé. Également, par rapport à nos supports communication et nos outils, ne sont pas forcément tous adaptés encore aujourd'hui, mais on est sur le chemin. En tout cas, c'est vraiment notre priorité. Les centres de planification, donc comme on n'a pas beaucoup de temps, je vais passer rapidement. Donc, simplement pour vous dire sur le département du Rhône, il y a une quinzaine, enfin sur la métropole ou l'agglomération lyonnaise, il y a une quinzaine de centres de planification. Et puis, il y en a d'autres donc, sur le département du Rhône. Et donc, le planning familial gère un CPEF, celui de Villeurbanne. Donc, il y a un planning familial par département uniquement. Et donc, avec les collègues des autres CPEF, eh bien, nous avons les mêmes missions, bien sûr, que vous voyez là sur la scène. Concernant les actions, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans un CPEF et chez nous en particulier? Donc, on va mener des entretiens individuels, principalement. On reçoit 3000 personnes à l'année. Des séances d'animation collective dans les collèges et les lycées. On propose également des consultations médicales, puisque chez nous, on a une équipe de médecins. Ce sont des femmes avec une sage-femme le vendredi. Et on a un réseau de partenaires, bien évidemment, que ce soit dans le champ médical, santé sexuelle et maintenant dans le champ du handicap. Donc rapidement aussi, pourquoi on intervient dans le champ du handicap? Pourquoi j'ai voulu aborder cette question aussi? C'est que souvent le planning familial est repéré, comme je vous le disais, pour des personnes plutôt valides. Et en fait, depuis longtemps, et notamment depuis la circulaire de 96, le planning familial dans l'ensemble de la France a été appelé régulièrement pour intervenir dans des situations d'urgence. Donc, nous sommes intervenus très longtemps auprès des personnes uniquement. Et petit à petit, on s'est rendu compte que ça n'avait pas beaucoup de sens, puisque quand on quittait l'établissement, les équipes se retrouvaient à nouveau en difficulté, ou les familles. Et donc, on s'est dit qu'il fallait penser plus largement notre manière d'accompagner les personnes. Et c'est comme ça donc qu'on a écrit en 2011 le programme Handicap et alors. Donc voilà, vous avez en vert, c'est le programme Handicap et alors que vous pouvez télécharger sur le site du planning. Et puis à droite, à gauche, vous avez la fiche qu'on a réalisée il n'y a pas très longtemps pour mettre dans les établissements, dans les salles d'attente aussi des professionnels de santé pour, encore une fois, visibiliser le planning familial comme possible lieu ressource. Les axes du programme Handicap et alors, donc nous avons, je vais passer directement aux 4 axes. Donc le premier axe, c'est à destination des personnes. Le deuxième axe, c'est à destination des parents, de la famille, de l'entourage, des aidants. Le troisième axe, c'est donc des interventions en direction des professionnels, sensibilisation, formation, soutien méthodaux. Et le quatrième axe, c'est un accompagnement des établissements et services médico-sociaux. Alors, ça, c'est plus par rapport au travail qu'on pourrait faire sur le règlement intérieur ou sur la charte éventuellement. Et aussi parce que souvent, on s'est rendu compte que les professionnels parfois voulaient être accompagnés par le planning familial, mais la direction n'était pas forcément d'accord ou ce n'était pas le moment. Donc, pour nous, c'est important qu'il y ait un temps d'échange avec la direction avant de lancer des actions dans la structure. Et bien évidemment, en fait, on intervient en fonction de la réalité de l'établissement. Si l'établissement ne souhaite pas former ses professionnels dans l'immédiat,
ce n'est pas un problème. On va tout à fait pouvoir intervenir auprès des personnes, mais certains établissements préfèrent justement former les professionnels. Donc, dans ce cas-là, on commencera par l'axe 3. Et puis, ce qui nous manque le plus, nous, c'est l'axe 2, évidemment. On aimerait beaucoup travailler davantage avec les parents, les familles, les aidants. Malheureusement, on sent que c'est les familles, les parents qui prennent des cas de fer pour aborder cette thématique-là. Alors, peut-être pas à l'ADAPI, mais en tout cas, on le constate très, très régulièrement. Ce qui est dommage quand même, parce que comme dit Sheila, même si les parents ils doivent à un moment donné se retirer, de ne pas trop s'immiscer dans la vie intime de leurs jeunes, il n'empêche qu'on a besoin aussi des parents pour qu'ils aillent dans le même sens que nous, quoi. Parce que si nous, on donne une information ou on accompagne dans un sens et que les parents, eux, de leur côté, ne sont pas à l'aise avec cette thématique, c'est vrai que ça peut poser problème. Donc, c'est bien qu'on avance tous et toutes dans le même sens. Donc, je pense qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Voilà, donc on va… Alors, si ce que je peux dire par rapport aux personnes qu'on accompagne, donc comme je vous le disais, on propose des entretiens individuels et des groupes de parole ou des séances d'information collective quand, en fait, l'établissement n'est pas encore mûr pour mettre en place des groupes de parole. Des fois, ça demande vraiment du temps. Ça peut être un premier contact une année et on va intervenir dans l'établissement sur 2-3 années. Donc, quand on va proposer des entretiens individuels ou des groupes de parole, on va utiliser des outils d'animation. Je vous en ai mis quelques-uns là sur la diapo. L'outil qu'on aime beaucoup, c'est celui-ci, Moi, mon corps et les autres, qu'on a réalisé avec l'Association francophone des femmes autistes pour pouvoir aborder la question du consentement et surtout pour prévenir les violences. Voilà, puisqu'en échangeant avec Marie Rabatel, que vous connaissez peut-être, qui est présidente de l'AFA, Marie nous a dit, mais c'est bien tous vos outils, mais en fait, ils ne permettent pas de travailler la question du consentement avec les personnes autistes ou non-verbales. Donc, on s'est dit, ben, d'accord, on va faire la brochure avec toi. Et c'est pour ça que cette brochure, on a mis du temps pour la réaliser. Mais du coup, ça permet d'aborder les différentes parties du corps et puis de bien rendre visibles les zones intimes, ces fameuses zones intimes qu'on n'a pas le droit de toucher sans mon accord. Voilà, donc vous pouvez vous la procurer aussi par téléchargement. On en a laissé ici aussi, on peut aussi vous en donner un paquet si vous voulez en donner à vos établissements. Et puis, on va aussi aborder dans cette brochure les différents types d'attirance sexuelle, ce qui est autorisé et puis ce qui est interdit, bien évidemment. Interdit parce que ce sont des relations sexuelles entre adultes et enfants et puis des relations avec des animaux. Le schéma sur le consentement qui n'est pas évident à comprendre, mais il faut l'accompagner. On ne peut pas le confier comme ça à une personne parce que c'est trop compliqué, mais accompagner, voilà, ça peut bien se comprendre. Et puis après, dans quel cas comment faire si je suis victime d'une agression. Donc, on explique aussi dire non, comment on peut dire non, etc. Et à la fin de la brochure, il y a quelques préconisations, on va dire, éducatives qui s'adressent aux parents et aux professionnels et qui reprennent aussi ce que tu as dit sur la manière de, par exemple, faire la toilette. On ne va pas faire la toilette à la place, mais accompagner le geste, etc., etc. Voilà, donc cette brochure, on l'utilise énormément. On va aussi, avec cette brochure, utiliser cette silhouette que vous voyez un petit peu là. Et vous la voyez? Oui, la voyez. Du coup, cette silhouette, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir enlever, déshabiller la silhouette et derrière, on va retrouver les zones intimes qu'on avait dans la petite brochure. Et puis ensuite, on va pouvoir nommer les différentes parties du corps. Donc, à chaque fois, là c'est des seins, mais on peut tout enlever, en fait, tout changer, quoi. On peut mettre pareil pour les visages. Le visage, on peut le changer, mettre un visage qui pleure, un visage qui est en colère. On va pouvoir travailler les émotions aussi avec ça. Là, on peut aussi enlever le bas, bien évidemment. Et puis, positionner différents autocollants pour travailler la question du corps, le rapport au corps, les sensations aussi, puisqu'on va utiliser des balles. Enfin, voilà, il y a tout un tas de jeux qu'on va pouvoir utiliser pour pouvoir travailler le consentement et le rapport au corps, les violences également, l'orientation sexuelle. Enfin, voilà. C'est un outil qui est vraiment très précieux pour nous. Et le dernier outil qu'on a, alors on utilise aussi des pictos, enfin on a vraiment toute une mallette, une outil tech très fournie. Notre dernier outil, c'est les poupées.
Voilà. Donc, ce sont des poupées que vous voyez. Et ce sont des poupées sexuées, en fait. Donc, ça permet, alors sexuées, c'est-à-dire que les organes génitaux ont été, je vous montre, comme la vulve a été faite, vous voyez ou pas? Ça se voit ou pas? La caméra est là. Oui, oui, je vois. Mais par contre, ouais. Voilà. Je ne sais pas si ça se voit. Oui, si. J'ai l'impression qu'il y a un TikTok à montrer. Voilà, donc ces poupées-là, malheureusement, elles ne sont pas encore en vente, hein, contrairement à la silhouette. Mais par contre, si vous avez, voilà, si on peut trouver des ateliers de confection ou des couturières pour les fabriquer, ce serait très bien, parce que c'est un outil vraiment très, très indiqué pour travailler aussi le corps, et notamment pour les personnes qui ont du mal à s'exprimer. Elles vont utiliser les poupées, puisqu'on les utilise nous déjà en entretien, pour simuler des situations. Et voilà, les personnes qui ont peut-être subi des situations de violence vont pouvoir montrer comment ça s'est passé en utilisant les poupées. C'est vraiment un très bon outil. Il y a une question de Pierre Delune. Bonjour à tous, ces brochures sont-elles téléchargeables? Si oui, pourrait-on avoir le lien, s'il vous plaît? Je vous communiquerai. Oui, oui, bien sûr que c'est tout téléchargeable. On utilise beaucoup les santé BD, également la revue J'existe et je veux. J'ai vu que vous l'utilisez aussi à l'ADAPI. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir d'autres informations concernant notre outil tech. Voilà, on pensait faire une commande groupée peut-être, donc peut-être dans le lien à la suite de la visio, quand on vous enverra le replay, parce qu'il y aura un replay, et qu'on vous mettra on suggérera peut-être de faire une commande groupée, notamment pour les stickers, etc., et d'autres outils si vous le souhaitez. Peut-être qu'on peut dire aussi qu'on a signé une convention cadre avec le planning familial et qu'on aura en fait aussi des actions de formation dans certains établissements. Voilà. Plusieurs actions qui vont se mettre en place dans les mois à venir. Voilà, prochainement. Et c'est notamment le pôle enfance qui a été ciblé en priorité, donc les IME. Donc, rapidement, maintenant, le centre ressources. Enfin, il n'y a pas de questions par rapport aux interventions du planning. Enfin, c'est tellement rapide que vraiment, je vous invite à nous contacter pour avoir plus d'informations parce que là, c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir balayé, mais très, très rapidement, tout ce qu'on peut proposer aussi bien aux personnes qu'aux familles et aux professionnels. Il n'y a pas de questions? Non, pour l'instant, non. Bien. Alors, je vais enchaîner avec le centre ressources. Alors, pourquoi je vous le présente, ce centre ressources? C'est bien parce que la Fédération régionale du planning familial a répondu à l'appel à projet l'été dernier concernant la création d'un centre ressources qui en fait vient des Grenelles contre les violences conjugales, Grenelle des violences conjugales. Et donc, à l'issue de ce Grenelle, il a été décidé de créer un centre ressources dans toutes les régions de France. Et donc, en Auvergne-Rhône-Alpes, l'appel à projet est sorti cet été. La fédération régionale s'est positionnée avec 2 autres candidats. Et finalement, c'est la fédération du planning familial qui a été retenue. Donc, ce centre ressources commence là seulement au mois de février. On va faire un comité de pilotage pour rassembler tous les partenaires qui voudront bien faire partie et donc de faire la gouvernance de ce centre ressources. Donc, quel est l'objectif de ce centre ressources? C'est favoriser l'accès à l'information, à l'éducation, à la vie affective, relationnelle et sexuelle des personnes qui, du fait de leur handicap, se retrouvent dans une situation sociale qui limite la reconnaissance de leur autonomie et de leur citoyenneté. Donc, les objectifs de ce centre ressources, en fait, c'est de faire vraiment un état des lieux, de repérer les lieux et les personnes ressources sur les questions de vie affective et relationnelle et de parentalité, bien évidemment, dans le champ du handicap, de développer un réseau de partenaires sur l'ensemble de la région pour pouvoir répondre au mieux aux questions des personnes et de leur entourage. L'idée aussi, c'est de permettre aux professionnels de monter en compétences. Donc, il y aura 4 missions de ce centre ressources. Donc, il y a la création d'un état des lieux, donc d'une cartographie des personnes et des lieux ressources, la création d'un fonds documentaire, mais ce sera plutôt une mutualisation des fonds documentaires existants déjà sur l'ensemble de la région, très probablement. La mise en place d'une plateforme téléphonique dédiée. Là encore, il y a déjà des plateformes téléphoniques dédiées dans le champ du handicap.
Donc, on va aussi croiser ces différentes plateformes. Et la quatrième mission, donc, ce serait faire remonter toutes les possibilités de formation qui existent sur la région pour pouvoir, qui s'adressent donc aux professionnels. Voilà, donc l'ADAPI fait partie du comité de pilotage. C'est déjà positionné à apporter son soutien à la Fédération du planning. On espère que tous les partenaires, donc ce seront les organismes gestionnaires, mais également les associations de personnes en situation de handicap, les associations LGBT, les associations de femmes victimes de violences, etc., etc. Enfin, il y a beaucoup de monde là pour le moment qui est pressenti. Alors, on espère à la sortie qu'on ne sera pas 50 parce que ça va être un peu compliqué pour mener le centre ressources. Mais en tout cas, on compte sur l'envie de tout le monde de mutualiser, quoi. Enfin, puis la motivation, voilà, pour arriver à faire un centre ressources. En fait, on ne va pas avoir un centre ressources où les personnes vont devoir se déplacer, parce qu'en plus, la fédération régionale, il se trouve que maintenant, elle est à Vienne, elle vient de déménager. Mais par contre, on va s'appuyer sur tous les lieux qui se trouvent dans tous les départements, en fait. Donc, ça va être les CPEF, mais ça va être aussi le planning, ça va être toutes les associations de prévention, les professionnels de santé, les maisons de santé, les centres de santé, etc., etc. L'idée, c'est vraiment que les personnes et leur entourage puissent avoir les réponses le plus rapidement possible à leurs questions, en fait. Et cet état des lieux permettra justement de faire ressortir tous les manques, tous les lieux, les endroits, les espaces du territoire où justement les personnes n'ont pas de réponse, quoi. Et on espère dans 3 ans, puisque le travail là, il est prévu pour 3 ans, on espère que les moyens seront reconduits, voire augmentés pour pouvoir pallier à tous ces manques qu'on aura pu observer au cours de cet état des lieux. Voilà, donc là, je vous avais mis simplement les différentes plateformes téléphoniques qui existent déjà, avec lesquelles on va très certainement travailler. Les centres de documentation aussi qui existent déjà, sachant au planning familial, on a un centre de doc à Villeurbanne et un centre de documentation aussi à Grenoble. Voilà, plus celui du national qui est quand même assez bien fourni. Voilà, et donc là, c'est terminé. Si vous avez des questions. Merci beaucoup, Betty. Est-ce qu'il y a des questions pour le planning ou par rapport aux outils, tout ce qui a été expliqué sur le nouveau centre ressources? Non, bon, on est pile à l'heure. Marie-Laurence, le mot de la fin? Le mot de la fin. Voilà, mais je voudrais remercier les 2 intervenants qui nous ont permis d'approfondir les travaux que nous avions faits ces derniers mois ou dernières années et qui nous donnent des pistes pour progresser et pour progresser ensemble au sein de l'association, mais ensemble aussi avec les ressources extérieures que vous constituez et que d'autres constituent. On a parlé finalement des 3 acteurs, des 3 types d'acteurs clés finalement dans ce chemin, que sont tout d'abord les personnes concernées, hein, les premières, mais aussi les professionnels, leurs éducateurs ou les directions d'établissement, et puis les parents. Et je crois que ça a été bien dit à plusieurs moments, c'est important en fait que la parole circule facilement et de façon fluide entre les uns et les autres, mais avec toujours le respect du secret, de l'intimité de la personne concernée. Voilà, je pense que ça a été dit de façon très claire. En tant que parent, c'est vrai que ça m'apporte des pistes intéressantes. Et voilà, je pense que tout un chacun a des choses à retenir, à assimiler, à digérer. Et puis donc, comme ça a été dit dans les actions qu'on met en œuvre, vous allez recevoir rapidement cette charte sous ces 2 formes, la forme complète et puis la forme
facile à lire et à comprendre, qui est aussi complète, mais qui est, qui est d'un autre accès. Il y a un groupe qui va se mettre en place avec là aussi les participants des trois composantes de notre association que j'ai citées pour qu'on continue à regarder les actions qu'on met en œuvre. Et puis, il y a des formations qui vont se mettre aussi en place pour amplifier ce qui a été fait finalement aujourd'hui pour 1/3 des établissements. Donc, il y a encore les 2 tiers qui sont invités à cheminer sur les traces qui nous ont été confirmées aujourd'hui. Voilà, merci à tous de votre participation et puis on continue ensemble. Merci beaucoup. Oui, alors pour les réponses aux questions, donc oui, on partagera les liens du film et oui, on vous enverra le lien vers les outils avec un lien aussi pour faire une commande groupée. Et puis, il y avait une question aussi sur le secteur adulte. Donc, comme on le disait, en secteur adulte, l'idée, c'est de former les professionnels, sensibiliser les familles et proposer aussi aux personnes accompagnées d'être formées, voire formateurs. Donc, il y a différents types de modalités pour que les personnes puissent être accompagnées, soit en établissement, soit à l'extérieur aussi, par tous les partenaires qui existent. Voilà, un peu ce qui a été expliqué aujourd'hui. Il y a des formations dans le secteur adulte qui sont prévues aussi. Oui, et il y a des formations dans le secteur adulte sur lesquelles les professionnels peuvent s'inscrire et aussi dans la formation de septembre Père et Danse. N'hésitez pas à nous renvoyer tout de suite vos noms pour qu'on puisse vous inscrire rapidement et que cette belle aventure commence de Père et Danse sur la VIAS et de formation pour l'ADAPI. Eh bien, merci à tous. Bonne journée. Merci à vous d'avoir été si nombreux.